Bonsoir, 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 c'est Opal, 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 ASMR. On se retrouve ce soir pour l'avant-dernière vidéo sur la lecture de Tristan et Iseut. Donc il nous reste 4 chapitres et je vais faire encore 2 chapitres aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous plaît toujours autant et en tout cas n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions dans les commentaires ou sur Instagram pour la suite. Voilà, quel texte livre, petite nouvelle vous avez envie d'écouter. Voilà, petit rappel. On va continuer tout de suite. Chapitre 16. À quelques jours de là, le duc Oël, son sénéchal, et tous ses veneurs, Tristan, Iseut au Blanchemin et Caerdin, sortirent ensemble du château pour chasser en forêt. Sur une route étroite, Tristan chevauchait à la gauche de Caerdin, qui de sa main droite retenait par les rênes le palefroid d'Iseut au Blanchemin. Or, le palefroid buta dans une flaque d'eau, son sabot fit rejaillir l'eau si fort sous les vêtements d'Iseut qu'elle en fut toute mouillée et sentit la froidure plus haut que son genou. Elle jeta un cri léger et d'un coup d'éperon enleva son cheval en riant d'un rire si haut et si clair que Caerdin, poignant après elle et l'ayant rejointe, lui demanda: Belle sœur, pourquoi riez-vous? Pour un pensée qui me vint, beau-frère. Quand cette eau a jailli vers moi, je lui ai dit: Oh, tu es plus hardi que ne fut jamais le hardi Tristan. C'est de quoi j'ai ri, mais déjà j'ai trop parlé, frère, et je m'en repens. Caerdin, étonné, la pressa si vivement qu'elle lui dit enfin la vérité de ses noces. Alors Tristan les rejoignit et tous trois chevauchèrent en silence jusqu'à la maison de chasse. Là, Caerdin appela Tristan à parlement et lui dit: Sire Tristan, ma sœur m'a avoué la vérité de ses noces. Je vous tenais à père et à compagnon. Mais vous avez faussé votre foi et honni ma parenté. Désormais, si vous ne me faites droit, sachez que je vous défie. Tristan lui répondit: Oui, je suis venu parmi vous pour votre malheur. Mais apprends ma misère, beau, doux ami, frère et compagnon, et peut-être ton cœur s'apaisera. Sache que j'ai une autre Iseut, plus belle que toutes les femmes, qui a souffert et qui souffre encore pour moi maintes peines. Certes, ta sœur m'aime et m'honore, mais pour l'amour de moi, l'autre Iseut traite à plus d'honneur encore que ta sœur ne me traite. Un chien que je lui ai donné. Viens, quittons cette chasse, suis-moi où je te mènerai, je te dirai la misère de ma vie. Tristan tourna bride et brocha son cheval. Caerdin poussa le sien sur ses traces. Sans une parole, ils coururent jusqu'au plus profond de la forêt. Là, Tristan dévoila sa vie à Caerdin. Il dit comment, sur la mer, il avait bu l'amour et la mort. Il dit la traîtrise des barons et du nain, la reine menée au bûcher, livrée aux lépreux, et leur amour dans la forêt sauvage, comment il l'avait rendu au roi Marc, et comment, l'ayant fui, il avait voulu aimer Iseut au Blanchemin, comment il savait désormais qu'il ne pouvait vivre ni mourir sans la reine. Caerdin se tait et s'étonne. Il sent sa colère qui malgré lui s'apaise. Ami, dit-il enfin, j'entends merveilleuse parole, et vous avez ému mon cœur à pitié, car vous avez enduré telle peine dont Dieu garde
et chacune. Retournons vers Carré, où au troisième jour, si je puis, je vous dirai ma pensée. En sa chambre, à Tintagel, Iseut la blonde soupire à cause de Tristan qu'elle appelle. L'aimer toujours, elle n'a d'autre pensée, d'autre espoir, d'autre vouloir. En lui est tout son désir, et depuis 2 années, elle ne sait rien de lui. Où est-il? En quel pays? Vit-il seulement? En sa chambre, Iseut la blonde est assise et fait un triste lait d'amour. Elle dit comment Guron fut surpris et tué pour l'amour de la dame qu'il aimait sur toute chose, et comment, par ruse, le comte donna le cœur de Guron à manger à sa femme et la douleur de celle-ci. La reine chante doucement, elle accorde sa voix à la harpe. Les mains sont belles, le lait bon, le ton bas et douce la voix. Or survient Cariado, un riche comte du Nil, lointaine. Il était venu à Tintagel pour offrir à la reine son service, et plusieurs fois, depuis le départ de Tristan, il l'avait requise d'amour. Mais la reine rebutait sa requête et la tenait à folie. Il était beau chevalier, orgueilleux et fier, bien en parler, mais il valait mieux dans les chambres des dames qu'en bataille. Il trouva Iseut qui faisait son lait. Il lui dit en riant: Dame, quel triste chant, triste comme celui de l'orfraie. Ne dit-on pas que l'orfraie chante pour annoncer la mort? C'est ma mort sans doute qu'annonce votre lait, car je meurs pour l'amour de vous. Soit, lui dit Iseut, je veux bien que mon chant signifie votre mort, car jamais vous n'êtes venu sans m'apporter une nouvelle douloureuse. C'est vous qui toujours avez été orfraie ou châtuant pour médire de Tristan. Aujourd'hui, quelle male nouvelle me direz-vous encore? Cariado lui répondit: Reine, vous êtes irritée, et je ne sais de quoi. Mais bien vous qui s'émeut de vos dires, quoi qu'il advienne de la mort que m'annonce l'orfraie, voici donc la male nouvelle que vous apporte le châtuant. Tristan, votre ami, est perdu pour vous, dame Iseut. Il a pris femme en d'autres terres. Désormais vous pourrez vous pourvoir ailleurs, car il dédaigne votre amour. Il a pris femme à grand honneur, Iseut aux blanches mains, la fille du duc de Bretagne. Cariado s'en va courroucé. Iseut la blonde baisse la tête et commence à pleurer. Au troisième jour, Caerdan appelle Tristan. Ami, j'ai pris conseil en mon cœur. Oui, si vous m'avez dit la vérité, la vie que vous menez en cette terre est forcenerie et folie, et nul bien n'en peut venir ni pour vous ni pour ma sœur Iseut aux blanches mains. Donc entendez mon propos. Nous voguerons ensemble vers Tintagel, vous reverrez la reine, et vous éprouverez si toujours elle vous regrette et vous porte voix. Si elle vous a oublié, peut-être alors aurez-vous plus cher Iseut de ma sœur, la simple, la belle. Je vous suivrai, ne suis-je pas votre père et votre compagnon? Frère, dit Tristan, on dit bien, le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. Bientôt, Tristan et Caerdan prirent le bourdon et la chape des pèlerins, comme s'ils voulaient visiter les corps saints en terre lointaine. Ils prirent congé du duc Oël. Tristan emmenait Corvenal et Caerdan, un seul écuyer. Secrètement, ils équipèrent une nef, et tous quatre, ils voguèrent vers la Cornouaille. Le vent leur fut léger et bon, tant qu'ils atterrirent un matin avant l'aurore, non loin de Tintagel, dans une crique déserte voisine du château de Lidan. Là, sans doute, Dinas de Lidan, le bon sénéchal, les hébergerait et saurait cacher leur venue. Au petit jour, les quatre compagnons montaient vers Lidan, quand ils virent venir derrière eux un homme qui suivait la même route,
Tinas prit doucement son cheval par la bride et chemina sans bruit à ses côtés. Enfin, un faux pas du cheval réveilla le dormeur. Il ouvre les yeux, voit Tristan, hésite. C'est toi Tristan. Dieu bénisse l'heure où je te revois, je l'ai si longtemps attendu. Ami, Dieu vous sauve, quelle nouvelle me direz-vous de la reine? Hélas, de dures nouvelles. Le roi la chérit et veut lui faire fête, mais depuis ton exil, elle languit et pleure pour toi. Ah, pourquoi revenir près d'elle? Veux-tu chercher encore ta mort et la sienne? Tristan, aie pitié de la reine, laisse-la à son repos. Ami, dit Tristan, octroyez-moi un don. Cachez-moi Alidan, portez-lui mon message et faites que je la revoie une seule fois. Tinas répondit, j'ai pitié de madame et ne veux faire ton message que si je sais qu'elle t'est restée chère par-dessus toutes les femmes. Ah, sire, dites-lui qu'elle m'est restée chère par-dessus toutes les femmes, ce sera vérité. Or donc, suis-moi, Tristan, je t'aiderai en ton besoin. Alidan, le sénéchal, hébergea Tristan encore venal, Caerdin et son écuyer. Et quand Tristan lui eut conté de point en point l'aventure de sa vie, Tinas s'enfuit à Tintagel pour s'enquérir des nouvelles de la cour. Il apprit qu'à 3 jours de là, la reine Iseut, le roi Marc, toute sa mesnie, tous ses écuyers et tous ses veneurs quitteraient Tintagel pour s'établir au château de la Blanche-Lande, où de grandes chasses étaient préparées. Alors Tristan confia au sénéchal son anneau de jaspe vert et le message qu'il devait redire à la reine. Chapitre 17. Tinas de Lidan. Tinas retourna donc à Tintagel, monta les degrés et entra dans la salle. Sous le dais, le roi Marc et Iseut de la Blonde étaient assis à l'échiquier. Tinas prit place sur un escabeau près de la reine, comme pour observer son jeu, et par 2 fois, feignant de lui désigner les pièces, il posa sa main sur l'échiquier. À la seconde fois, Iseut reconnut à son doigt l'anneau de jaspe. Alors, elle eut assez joué. Elle heurta légèrement le bras de Tinas, en telle guise que plusieurs paonnets tombèrent en désordre. Voyez, sénéchal, dit-elle, vous avez troublé mon jeu, et de telle sorte que je ne saurais le reprendre. Marc quitte la salle, Iseut se retire en sa chambre et fait venir le sénéchal auprès d'elle. Ami, vous êtes messager de Tristan. Oui, reine, il est à Lidan, caché dans mon château. Est-il vrai qu'il ait pris femme en Bretagne? Reine, on vous a dit la vérité, mais il assure qu'il ne vous a point trahi, que pas un seul jour il n'a cessé de vous chérir par-dessus toutes les femmes, qu'il mourra s'il ne vous revoit. Une fois seulement. Il vous semant d'y consentir par la promesse que vous lui fîtes le dernier jour où il vous parla. La reine se tut quelque temps, songeant à l'autre Iseut. Enfin, elle répondit. Oui, au dernier jour où il me parla, j'ai dit, il m'en souvient. Si jamais je revois l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami, que ce soit sagesse ou folie. Reine, à 2 jours d'ici, la cour doit quitter Tintagel pour gagner la Blanche-Lande. Tristan vous mande qu'il sera caché sur la route dans un fourré d'épines. Il vous mande que vous le preniez en pitié. Je l'ai dit, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami. Le surlendemain, tandis que toute la cour de Marc s'apprêtait au départ de Tintagel, Tristan et Corvenal, Caerdin et son écuyer, revêtirent le haubert, prirent leurs épées et leurs écus, et
chemins secrets se mirent à la fois vers le lieu désigné. À travers la forêt, deux routes conduisaient vers la blanche lande, l'une belle et bien ferrée par où devait passer le cortège, l'autre pierreuse et abandonnée. Tristan et Caerdin appostèrent sur celle-ci leurs deux écuyers. Ils les attendraient en ce lieu, gardant leurs chevaux et leurs écus. Eux-mêmes se glissèrent sous bois et se cachèrent dans un fourré. Devant ce fourré, sur la route, Tristan déposa une branche de coudrier où s'enlaçait un brin de chèvrefeuille. Bientôt le cortège apparaît sur la route. C'est d'abord la troupe du roi Marc. Viennent en belle ordonnance les fourriers et les maréchaux, les queues et ses chansons. Viennent les chapelains, viennent les valets de chiens menant lévriers et brachets, puis les fauconniers portant les oiseaux sur le poing gauche, puis les veneurs, puis les chevaliers et les barons. Ils font leur petit train, bien arrangés deux par deux, et il fait beau les voir richement montés sur chevaux harnachés de velours semés d'orfèvrerie. Puis le roi Marc passa, et Caerdin s'émerveillait de voir ses privés autour de lui, deux de ça et deux de là, habillés tous de drap d'or ou d'écarlate. Alors s'avança le cortège de la reine. Les lavandières et les chambrières viennent en tête. Ensuite les femmes et les filles, les barons et les comtes. Elles passent une à une. Un jeune chevalier escorte chacune d'elles. Enfin approche un palefroid, monté par la plus belle que Caerdin ait jamais vue de ses yeux. Elle est bien faite de corps et de visage, les hanches un peu basses, des sourcils bien tracés, les yeux riants, les dents menues. Une robe rouge samie la couvre, un mince chapelet d'or et de pierreries par son front poli. C'est la reine, dit Caerdin à voix basse. La reine, dit Tristan. Non, c'est Camille, sa servante. Alors s'en vient sur un palefroid vert une autre damoiselle plus blanche que neige en février, plus merveille que rose. Ses yeux clairs frémissent comme l'étoile dans la fontaine. Or je la vois, c'est la reine, dit Caerdin. Non, dit Tristan, c'est Brangien la fidèle. Mais la route s'éclaira tout à coup, comme si le soleil ruisselait soudain à travers les feuillages des grands arbres, et Ise de la Blonde apparut. Le duc André, que Dieu honnisse, chevauchait à sa droite. À cet instant partirent du fourré d'épines des chants de fauvettes et d'alouettes, et Tristan mettait en ses mélodies toute sa tendresse. La reine a compris le message de son ami. Elle remarque sur le sol la branche de coudrier où le chèvrefeuille s'enlace fortement, et songe en son cœur: ainsi va de nous, amis, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Elle arrête son palefroid, descend, vient vers une Agnée qui portait une niche enrichie de pierreries. Là, sur un tapis de pourpre, était couché le chien petit cru. Elle le prend entre ses bras, le flatte de la main, le caresse de son manteau d'hermine, lui fait maintes fêtes, puis, l'ayant replacé dans sa chasse, elle se tourne vers le fourré d'épines et dit à voix haute: oiseaux de ce bois qui m'avez réjoui de vos chansons, je vous prends à louage. Tandis que mon seigneur Marc chevauchera jusqu'à la blanche lande, je veux séjourner dans mon château de Saint-Lubin. Oiseaux, faites-moi cortège jusque-là. Ce soir, je vous récompenserai richement, comme de bons ménestrels. Tristan retient ces paroles et se réjouit. Mais déjà, André le Félon s'inquiétait. Il remit la reine en selle, et le cortège s'éloigna. Or, écoutez une malaventure. Dans le temps où passait le cortège royal,
se retournèrent pas. Alors Bléry cria: Tristan, arrête, je t'en conjure par le nom d'Iseut de la Blonde. 3 fois, il conjura les fuyards par le nom d'Iseut de la Blonde. Vainement, ils disparurent, et Bléry ne put atteindre qu'un de leurs chevaux, qui l'emmena comme sa capture. Il parvint au château de Saint-Lubin au moment où la reine venait de s'y héberger, et l'ayant trouvée seule, il lui dit: Reine, Tristan est dans ce pays. Je l'ai vu sur la route abandonnée qui vient de Tintagel. Il a pris la fuite. 3 fois je lui criai de s'arrêter, le conjurant au nom d'Iseut de la Blonde, mais il avait pris peur. Il n'a pas osé m'attendre. Sire, vous dites mensonge et folie. Comment Tristan serait-il en ce pays? Comment aurait-il fui devant vous? Comment ne se serait-il pas arrêté, conjuré par mon nom? Pourtant, dame, je l'ai vu, à telle enseigne que j'ai pris l'un de ses chevaux, voyez-le, tout harnaché là-bas sur l'air. Mais Bléry vit Iseut de courroucer. Il en eut deuil, car il aimait Tristan et la reine. Il la quitta, regrettant d'avoir parlé. Alors Iseut pleura et dit: Malheureuse, j'ai trop vécu, puisque j'ai vu le jour où Tristan me raille et me honnit. Jadis, conjuré par mon nom, quel ennemi n'aurait-il pas affronté? Il est hardi de son corps s'il a fui devant Bléry, s'il n'a pas daigné s'arrêter au nom de son ami. Ah, c'est que l'autre Iseut le possède. Pourquoi est-il revenu? Il m'avait trahi, il a voulu me honnir par surcroît. N'avait-il pas assez de mes tourments anciens? Qu'il s'en retourne donc honni à son tour vers Iseut aux blanches mains. Elle appela Bérénice le fidèle et lui redit les nouvelles de Bléry que Bléry lui avait portées. Elle ajouta: Ami, cherche Tristan sur la route abandonnée qui va de Tintagel à Saint-Lubin. Tu lui diras que je ne le salue pas, et qu'il ne soit pas si hardi que d'oser approcher de moi, car je le ferai chasser par les sergents et les valets. Bérénice se mit en quête, tant qu'il trouva Tristan et Gaëtan. Il leur fit le message de la reine. Frère, s'écria Tristan, qu'as-tu dit? Comment aurais-je fui devant Bléry, puisque tu le vois, nous n'avons pas même nos chevaux. Corvenal est un écuyer, et un écuyer les gardait. Nous ne les avons pas retrouvés au lieu désigné, et nous les cherchons encore. À cet instant, revinrent Corvenal et l'écuyer de Gerd. Ils confessèrent leurs aventures. Bérénice, beau doux ami, dit Tristan, retourne en hâte vers ta dame. Dis-lui que je lui envoie salut et amour, que je n'ai pas failli à la loyauté que je lui dois. Qu'elle m'est chère par-dessus toutes les femmes. Dis-lui qu'elle te renvoie vers moi me porter sa merci. J'attendrai ici que tu reviennes. Bérénice retourna donc vers la reine et lui redit ce qu'il avait vu et entendu, mais elle ne le crut pas. Ah, Bérénice, tu étais mon privé et mon fidèle, et mon père t'avait destiné, tout enfant, à me servir. Mais Tristan, l'enchanteur, t'a gagné par ses mensonges et ses présents. Toi aussi tu m'as trahi. Va-t'en. Bérénice s'agenouilla devant elle. Dame, j'entends parole dure. Jamais je n'eus telle peine en ma vie, mais peu me chaud de moi. J'ai deuil pour vous, dame, qui fait outrage à mon seigneur Tristan, et qui trop tard en aurait regret. Va-t'en, je ne te crois pas. Toi aussi, Bérénice, Bérénice le fidèle, tu m'as trahi. Tristan attendit longtemps que Bérénice lui portât le pardon de la reine. Bérénice ne vint pas.
des aumônes et une crécelle de ladre. Il entre dans les rues de Saint-Lubin et murmure en sa voix, mendie à tout venant. Pourra-t-il seulement apercevoir la reine? Elle sort enfin du château. Brangien et ses femmes, ses valets et ses sergents l'accompagnent. Elle prend la voie qui mène à l'église. Le lépreux suit les valets, fait sonner sa crécelle, supplie à voix dolente. Reine, faites-moi quelque bien, vous ne savez pas comme je suis besogneux. À son beau corps, à sa stature, Iseult la reconnut. Elle frémit toute, mais ne daigne baisser son regard vers lui. Le lépreux l'implore. Et c'est pitié de l'ouïr, il se traîne après elle. Reine, si j'ose approcher de vous, ne vous courroucez pas. Ayez pitié de moi, je l'ai bien mérité. Mais la reine appelle les valets et les sergents. Chassez ce ladre, leur dit-elle. Les valets le repoussent, le frappent, il leur résiste et s'écrie. Reine, ayez pitié. Alors Iseult éclata de rire. Son rire sonnait encore quand elle entra dans l'église. Quand il entendit rire, le lépreux s'en alla. La reine fit quelques pas dans la nef du moutier. Mais ses membres fléchirent. Elle tomba sur les genoux, puis sa tête se renversa en arrière et buta contre l'étal. Le même jour, Tristan prit congé de Dynas, à tel déconfort qu'il semblait avoir perdu le sens et sa nef appareilla pour la Bretagne. Hélas, bientôt, la reine se repentit. Quand elle sut par Dynas de l'étang que Tristan était parti à tel deuil, elle se prit à croire que Pérignis lui avait dit la vérité, que Tristan n'avait pas fui, conjuré par son nom, qu'elle l'avait chassé à grand tort. Quoi, pensait-elle, je vous ai chassé, vous, Tristan, ami, vous me haïssez désormais, et jamais je ne vous reverrai. Jamais vous n'apprendrez seulement mon repentir, ni quel châtiment je veux m'imposer, et vous offrir comme un gage menu de mon remords. De ce jour, pour se punir de son erreur et de sa folie, Iseult la blonde revêtit un cilice et le porta contre sa chair.